serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de votre programme de première, nous allons étudier l'histoire de la Martinique. Donc, pour ce faire, je vous propose certains exposés, certains thèmes, les dissidents martiniquais pendant la Seconde Guerre mondiale, Frantz Fanon et la guerre d'Algérie, Aimé Césaire et le communisme. Qu'est-ce que tu as choisi comme exposé? J'ai choisi Aimé Césaire et le communisme. Et pourquoi Aimé Césaire et le communisme? Il a fait beaucoup de choses pour la Martinique. Puis la partie des années 40, 50, où il a vraiment changé la Martinique et lui donné un autre statut, ça m'intéresse énormément. Je m'appelle Corentin Bécrit, j'ai 16 ans. Je suis en première au lycée de Bellevue. J'ai adhéré il y a 1 an au mouvement des jeunes socialistes. J'ai fait ce choix parce que j'ai des convictions et je voulais les défendre. Ce que le jeune Corentin ne sait pas encore, c'est qu'en choisissant Aimé Césaire et le communisme comme sujet d'exposé, il ouvre grand les portes du XXe siècle. Un XXe siècle marqué par la débâcle de 2 guerres mondiales, où le monde redistribue ses cartes et les empires coloniaux s'effondrent. L'Union soviétique, qui englobe désormais des pays satellites, est une nouvelle puissance. Les peuples colonisés qui ont participé à la lutte contre le nazisme et le fascisme secouent plus que jamais le joug colonial. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam, mais dès 1946, la guerre éclate avec la France. Le 1er août 1947, l'Inde devient indépendante. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine est déclarée. Un nouveau monde est en train de naître. En France, l'urgence n'est pas au sort des colonies, mais à la reconstruction du pays et au retour des prisonniers de guerre. Pourtant, en 1944, à Brazzaville, De Gaulle avait promis aux colonies françaises des améliorations de leurs conditions. Les espoirs sont immenses, mais ils sont vite déçus. On sortait de l'attachement à la terre de Pétain, on sortait de travail, famille, patrie, on sortait des vieilles valeurs quasi monarchistes de la France de Pétain. Et donc le communisme apparaissait comme l'antithèse de tout cela. Les communistes apparaissent comme ceux qui sont capables d'apporter de l'air frais, qui sont capables d'apporter des transformations. La moitié de la population actuelle n'a pas 20 ans. D'ici à 1965, il faudra créer de 10 à 15 000 emplois nouveaux. Cela revient à dire qu'il ne suffit plus aux Antilles de remédier aux difficultés du présent, mais aussi de penser l'avenir. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme, c'est toi qui veux faire un exposé sur... Oui, sur Aimé Césaire et le communisme. Je voulais savoir si vous pouviez me faire profiter de vos connaissances et des archives du journal Justice. Effectivement, nous avons des archives assez fournies là-haut. Le premier groupe de communistes martiniquais a été fondé par des hommes convaincus. Monroe, Pissol, Aliquer, Gracian, qui fondent leur journal Justice dès 1920. Césaire ne fait pas partie de leur groupe, mais juste après la guerre, ils vont se rencontrer dans des circonstances que les communistes déclenchent. Alors 1945, bon, c'est la présentation de la liste du Parti communiste. Alors, petit détail important, Césaire à l'époque n'était pas encore membre du Parti communiste, et le candidat qui avait été désigné par le Parti communiste, c'était Georges Gracian. Et Georges Gracian a estimé que Césaire était mieux placé, avec son aura culturelle, que lui. Il s'est désisté, et il est allé voir Césaire, et il a demandé d'être le candidat des communistes. Il m'a dit avoir adhéré à cette, enfin, plus exactement accepté de conduire cette liste, exactement comme il avait accepté autrefois de signer une pétition à l'école normale. Il pensait qu'il n'allait pas être élu, et qu'on a été sa surprise de voir qu'il a été maire de Fort-de-France, au sommet d'un véritable tsunami à l'époque. Je peux affirmer que Césaire a toujours été un marxiste convaincu,
et que l'idéologie même communiste, c'est-à-dire l'idéologie, pas la pratique, hein, pas le dogmatisme, que Césaire l'a toujours gardé. L'éducation politique de Césaire se fait à Paris quand il y est étudiant. La période 1920-1930 est riche et intense d'initiatives anticoloniales, de groupes de réflexion sur le racisme, la question du monde noir et du monde colonisé. Césaire fréquente des sympathisants communistes comme Pierre Aliquer et Jules Marcel Monroe. En 1935, il adhère aux jeunesses communistes. Sa femme, Suzanne Roussy, est elle aussi très engagée. Césaire dirige la revue des étudiants martiniquais qu'il renomme l'Étudiant noir. Proche d'intellectuels afro-américains, africains et caribéens, Césaire découvre une littérature, une poésie, une histoire qui traverse les continents et les océans. C'est dans ces années, surtout à travers l'amitié qu'il l'unit à Léopold Sédar Senghor, que l'aventure de la négritude commence. Très vite s'est posée à moi une question qui était une question philosophique. Il y a toujours ce vieux proverbe africain qui me revient. Quand tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. En me souvenant d'où je viens, je retrouve quoi? Je retrouve la négraille, je retrouve l'habitation, je retrouve la rue Cazenègre, je retrouve mon histoire. C'est ça que j'ai retrouvé et ça qui m'a toujours guidé. Cahier d'un retour au pays natal paraît en 1939. Césaire y dit son amour de la Martinique, mais aussi son effroi devant la misère et l'aliénation de sa population. Les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. Césaire condamne l'Europe et le racisme. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un chiot, un mendigo. Césaire a été, au début du siècle, celui qui a déchiré la carte postale, pour reprendre une de ses expressions. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, il faut dire qu'il y a eu une espèce d'exotisation de la réalité antillaise. Donc une espèce de littérature exotisante et de pensée exotisante des Antilles que Césaire est venu, au début du XXe siècle, déchirer. C'est-à-dire qu'il a dit, attention, c'est pas parce que l'abolition s'est produite que les choses ont réellement changé. L'exploitation continue, le déni de réalité continue, le mépris envers la couleur noire et l'Afrique continue. Césaire a toujours expliqué que le racisme n'est jamais seul. Il explique toujours colonialisme égale capitalisme, égale esclavagisme, égale racisme, égale, etc. Donc il y a toute une lignée, tout un chemin de fer à déconstruire. On a du mal aujourd'hui à imaginer ce que pouvait être l'immensité du mépris au quotidien. Dans les paroles, dans les actes, bien sûr, dans l'exploitation économique, bien sûr, mais également dans la vie quotidienne, dans la gifle dans la rue, dans le coup de pied aux fesses dans la rue. Toutes ces choses-là faisaient que la négritude était un cri de protestation et en même temps un cri d'humanité. Nous sommes ici depuis 300 et quelques années. Ça fait pas mal de générations, je n'ai pas le chiffre en tête exactement. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Ça n'a pas été un combat facile. Parce que les couches sociales mulâtres, entre guillemets, les couches sociales métisses, étaient totalement aliénées. C'est-à-dire que ces gens avaient pour objectif de sauver la race, comme on disait, de se blanchir au maximum et d'oublier toute trace d'africanité. Or, Césaire est venu donner un coup d'arrêt à cela. Il a dit, attention, nous avons une dimension africaine, il faut la connaître, il faut la respecter, et moi, Césaire, je m'en fais le chantre. La négritude, dans la mesure où elle pèse sur la conscience et essaye de forger à l'homme noir une condition nouvelle, a une influence très certaine sur l'histoire de tous les jours, sur l'histoire moderne de l'homme noir.
En 1945, lorsque Césaire est élu maire, puis député à l'Assemblée constituante, il participe au débat sur l'avenir des peuples des colonies françaises. Les députés de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion ont été élus sur un programme d'égalité. En effet, les droits obtenus sous le Front populaire n'ont pas été étendus à ces terres où règne misère et arbitraire. Dans son rapport sur la loi de départementalisation, Césaire décrit des sociétés écrasées par une minorité qui détient tous les pouvoirs et toute la richesse. En 1946, on voit ici l'annonce par l'Assemblée constituante de la loi dite de départementalisation qui érige la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane en département d'outre-mer. Alors, pourquoi il ne voulait pas utiliser le mot d'assimilation, Césaire? Césaire, après, a refusé le mot d'assimilation parce qu'il l'entendait au sens d'assimilation culturelle. Or, Césaire était quand même le poète de la négritude et de la spécificité du monde noir. Il considérait que la loi, c'était une loi d'organisation administrative, c'est pas pour autant qu'elle dépouillait les Martiniquais de leur personnalité. Césaire va proposer effectivement la départementalisation en expliquant que ce mot départementalisation n'existait pas dans le dictionnaire et que c'est lui qui l'a inventé. Parce qu'il avait le sentiment que ce que la population martiniquaise demandait, c'était d'être placée à égalité avec la métropole, d'être reconnue comme une France à part entière et non pas une France de deuxième catégorie. La révolution de 1789 fit du nègre de la Martinique l'égal de l'artisan de Paris et du paysan bourguignon. Aujourd'hui, les hommes de couleur siègent à l'Assemblée nationale. Césaire s'inscrit tout naturellement dans ce courant, dans cette volonté d'obtenir l'égalité. C'est le mot central, je crois, dans la pensée de Césaire à l'époque, et c'est le mot central dans cette revendication de la départementalisation. Égalité entre les entités administratives, donc les départements, et puis, par ricochet, pense-t-il à l'époque, égalité entre les hommes. Et Césaire explique lui-même que tout ce qui a été obtenu par la départementalisation a été un combat de tous les jours. Il a fallu se battre sur chaque virgule. Il sentait bien que plus nous nous enfoncions dans l'assimilation, plus nous acceptions des choses de la France, plus nous nous lions les mains. On veut en même temps améliorer les choses, on demande à la métropole de les améliorer, mais ce faisant, la métropole augmente son emprise sur nous. Sur le terrain, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et en Guyane, la situation des paracolonisés n'a pas changé. La misère est toujours la même, les bidonvilles sont toujours la lèpre des grandes villes, le sous-emploi chronique est toujours important, la sous-scolarisation par rapport à la métropole est toujours aussi importante. Les 22 000 enfants de Fort-de-France fréquentent régulièrement les écoles de la ville, encore en nombre insuffisant. Plus de 40 élèves en moyenne par classe. 65% de ces enfants passent en 6e et 40% terminent le secondaire pour s'orienter invariablement vers la médecine ou le droit. Césaire, qui peut-être a nourri quelques illusions en 1946, 14 mois après le vote de la loi, à l'Assemblée nationale, Césaire dit la chose suivante: une loi votée depuis mars 1946, c'est-à-dire depuis 17 mois, n'a encore, malgré sa consécration officielle par la Constitution, n'a pas encore reçu le moindre commencement d'exécution. Le moindre commencement d'exécution. C'est un véritable cri d'alarme que je jette aujourd'hui devant vous. Devant les mesures dilatoires prises jusqu'à présent, nos populations s'émeuvent. Les assemblées locales protestent. Des incidents graves peuvent naître à tout moment. Les incidents graves peuvent naître à tout moment. Au début des années 1950, l'empire colonial français vacille. En Indochine, la guerre a commencé. En mai 1945, en Algérie, les massacres de Sétif et Guelma d'Algériens qui demandent leur indépendance préfigurent la guerre de libération qui éclate en 1954. À Madagascar, l'insurrection de mai 1947 a été écrasée dans le sang. Césaire est alors un des intellectuels compagnons du PCF. L'Union soviétique apparaît à beaucoup d'intellectuels noirs comme un monde où la fraternité existe. Césaire écrit dans un poème de 1950 « Le communisme est à l'ordre du jour. Le communisme est l'ordre même des jours. » En publiant Discours sur le colonialisme, Césaire et sa vision d'un monde égalitaire condamnent une Europe qui se veut berceau de la civilisation, mais qui répand la barbarie. Il y loue la beauté des civilisations africaines et du monde noir. J'ai parlé de contact. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour Corvée, l'intimidation, la pression,
la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la mort. Le discours justement de Césaire a été une riposte aussi violente que pouvait l'être, on connaît les formules de Césaire, alors, qui est un des premiers, pas le premier, mais un des premiers à établir un parallèle entre le racisme nazi et le racisme colonial, ce qui est très très fort en 1950, quand on sait que l'immense majorité des hommes politiques qui dirigeaient la France à l'époque étaient des anciens résistants, c'est une réalité. Mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, celle du nazisme. Oui, mais avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable. Il est aussi bien capable de partir de ce qui s'est passé à Madagascar et de bifurquer sur le Cameroun ou sur l'Indochine ou sur les lynchages de Noirs américains dans le sud des États-Unis, puisqu'il rappelle également que la civilisation américaine est finalement encore un degré encore au-dessus en termes de violence que la civilisation européenne. Césaire, toujours influencé par l'idéal communiste, voit dans le prolétariat la vraie force révolutionnaire et dans les États-Unis une menace encore plus terrible que l'Europe coloniale pour les peuples du monde. Il écrit: L'heure est arrivée du barbare moderne, l'heure américaine. Violence, démesure, gaspillage, mercantilisme, bluff, grégarisme, la bêtise, la vulgarité, le désordre. La domination américaine, la seule domination dont on ne réchappe pas. Césaire a perçu que l'Occident pensait détenir tout ce qui était vrai, tout ce qui était beau, tout ce qui était culturel. Donc cette négation, Césaire l'a toujours combattue. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous les enfants ne sont pas doués de la même façon. Certains sont orientés vers des métiers manuels. Nous sommes des créations de la colonisation. Et notre histoire commence par l'esclavage, par le travail forcé, par la lutte contre un système d'intégration et d'assimilation qui, dans certains aspects, a apporté des avantages, mais qui est la négation de l'existence même de ces peuples. Au milieu des années 50, Aimé Césaire est député communiste depuis une dizaine d'années. Il siège à l'Assemblée nationale à Paris. Quel était l'état du monde et le contexte dans lequel il vivait? À Bandung, capitale de l'Indonésie, s'est clôturée la conférence afro-asiatique qui intéressait 29 nations, groupant 1,5 milliard d'habitants du globe. Grande vedette de ces assises, l'Égyptien Nasser, l'Indien Nehru et le Chinois Zhou Enlai y ont lancé les bases d'un axe Le Caire, Delhi-Pékin. En 1956, l'Organisation des pays non alignés voit le jour sous l'égide de Tito, Nasser et Nehru. Cette conférence marque l'avènement du tiers-monde, le monde des anciens colonisés qui affirment leur droit à la dignité, à la culture et à l'égalité. L'attaque de la France et de l'Angleterre contre Nasser, après sa nationalisation du canal de Suez, y est perçue comme une réaction des anciens impérialismes contre les nouvelles indépendances. En Algérie, la guerre s'intensifie. La bataille d'Alger fait rage. En octobre, l'avion qui transportait Ben Bella et d'autres chefs du FLN est détourné par la France. Cette arrestation arbitraire est dénoncée par l'opinion mondiale. La guerre d'indépendance des Algériens enflamme le monde. En France, les intellectuels et l'extrême gauche se mobilisent contre les tortures, les déplacements de population et les exécutions sommaires. Le problème de l'Algérie a violemment opposé les étudiants. Différentes réunions qui se sont déroulées dans quelques grandes villes de France ont débordé leur caractère de simple manifestation. À Lyon et surtout à Paris, des contre-manifestants obligèrent la police à intervenir. Au quartier latin, 3000 gendarmes et gardiens de la paix se sont heurtés à 15 000 étudiants de toutes tendances. En janvier, Césaire participe à un meeting contre la guerre d'Algérie aux côtés de Jean-Paul Sartre. La guerre en Algérie est au cœur des débats politiques.
Guy Mollet devient donc président du Conseil, il est secrétaire général du Parti socialiste, et il axe sa politique algérienne sur le triptyque cessez-le-feu, élection, négociation. Tous ces gens suppliciés, européens ou musulmans, sont tombés sans comprendre, victimes d'un drame qui les dépassait. Ce drame, qui fait couler tant de larmes et de sang, qui peut l'expliquer? Qui peut en retrouver les racines profondes? Sous la direction de Guy Mollet, un gouvernement de gauche vote les pouvoirs spéciaux qui autorisent l'armée à intensifier la répression en Algérie. Le PCF y apporte son soutien et y associe, à leur insu, les députés d'outre-mer. Et c'est un des éléments de nos différends avec le Parti communiste français. Je dis, mais même si, je ne veux pas insister sur le fait que pour des raisons tactiques ou autres, vous avez voté. Mais pourquoi nous engager, nous, en tant que coloniaux, luttant contre la colonisation, de donner des armes pour la guerre contre l'Algérie? La réalité, c'est que dans les pouvoirs spéciaux, il y avait des textes éminemment ambigus et la porte ouverte à une accentuation de la répression. Aimé Césaire est député communiste, il est tenu à la discipline de groupe, et donc Césaire va être amené à voter en faveur de ses pouvoirs spéciaux avec probablement des états d'âme en tant qu'antillais, en tant que quelqu'un qui était très lié aux questions coloniales et pour cause, en tant qu'auteur du discours sur le colonialisme, il ne pouvait pas accepter l'idée que le rapport des forces en métropole pouvait seul décider du sort d'un peuple colonisé, en l'occurrence le peuple algérien. Je suis curieux de savoir comment un communiste engagé comme Césaire a réagi face aux crimes commis par Staline en URSS. L'Union soviétique et ses satellites sont aussi gagnés par le mouvement mondial d'émancipation. En février 1956, Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, lit un rapport secret sur les crimes de Staline. Le rapport est rendu public par le New York Times en mars. Le mythe stalinien s'effondre. Le 19 octobre débute l'insurrection de Budapest, écrasée dans le sang par l'armée rouge, qui entre dans la capitale le 4 novembre. C'était une révolte profonde, de combattants sans chef, mais unis par ce désir commun de liberté contre une tyrannie insupportable. Ces symboles détestés devaient disparaître des horizons hongrois. Césaire ne reste pas indifférent à ces révoltes du monde. Il participe au premier congrès des intellectuels et des artistes noirs, organisé par Alioune Diop, fondateur de Présence africaine, qui voulait réaliser un bandung culturel. Césaire est à nouveau au cœur d'un mouvement intellectuel et culturel d'affirmation du monde noir. On s'est demandé en particulier quel est le commun dénominateur de ce congrès qui unit des hommes aussi différents que des Sénégalais et des Américains du Nord, des Dahoméens et des Antillais, des Nigériens et des Malgaches. Ce commun dénominateur, c'est la situation coloniale. Il va, à l'occasion du congrès, découvrir qu'il y a bien une force du monde noir. Et que cette force du monde noir peut être une force politique. Que cette force du monde noir peut être une force sur laquelle on peut compter pour pouvoir défendre justement des idées du monde noir. Ça n'est plus le Parti communiste qui, jusque-là, était la force qui défendait justement les opprimés. Ça n'est plus le Parti communiste qui, jusque-là, défendait les esclaves. C'est le monde noir qui lui-même a pris sur lui, fait et cause pour lui-même, et donc capable de pouvoir se défendre lui-même. Et effectivement, à ce moment-là, à quoi sert le Parti communiste? À rien, d'autant que le Parti communiste, en plus, est en train de se dévoyer, d'autant que le Parti communiste est en train de tromper, d'autant que le Parti communiste est en train de mentir, d'autant que le Parti communiste est en train de jouer le jeu du monde contre les esclaves, le jeu du monde contre les anciens colonisés. Donc, le Parti communiste ne sert plus à rien du tout. Au 14e congrès du PCF, Césaire est interdit de parole. Le vote des pouvoirs spéciaux est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la bureaucratie et du fraternalisme. Le 24 octobre, 4 jours avant la répression soviétique, Césaire démissionne du groupe communiste à l'Assemblée. Et il va s'apercevoir, au fond, que la seule manière pour lui de sortir de cette sorte de position dans laquelle il se sentait déjà un tout petit peu en porte-à-faux, un peu inconfortable, c'est de sortir par le haut et d'en sortir avec une lettre qui est une lettre absolument cinglante, adressée, n'est-ce pas, à Maurice Thorez.
Dans le cas de Staline et de ses sectateurs, ce n'est peut-être pas de paternalisme qu'il s'agit, mais c'est à coup sûr de quelque chose qui lui ressemble à s'y méprendre. Inventons le mot, c'est du fraternalisme, car il s'agit bel et bien d'un frère, d'un grand frère qui, imbu de sa supériorité et sûr de son expérience, vous prend la main. D'une main hélas parfois rude, pour vous conduire sur la route où il sait se trouver la raison et le progrès. Or, c'est très exactement ce dont nous ne voulons pas. Ce dont nous ne voulons plus, nous voulons que nos sociétés s'élèvent à un degré supérieur de développement, mais d'elles-mêmes. Césaire résume ça d'un mot qui était à l'époque un néologisme, qui entrait dans le vocabulaire français assez couramment aujourd'hui, qui est celui de fraternalisme. Fraternalisme, c'est quoi? Ce n'est donc pas du paternalisme, c'est tout simplement la notion qu'il y a un grand frère qui est capable de montrer le chemin très amicalement, très doucement, très délicatement, mais malgré tout de montrer la direction générale aux frères un peu moins mûrs, un peu moins capables de réflexion politique. C'était un grand frère qui devait nous prendre par la main et nous indiquer ce que nous devions dire, ce que nous devions demander, et là où nous voulions aller. En France, Maurice Thorez lui répond le 26 octobre dans l'Humanité. Le temps est glacial. La rupture entre le PCF et Césaire est consommée. Roger Garaudy, avec qui Césaire était lié, publie une lettre à Aimé Césaire où il lui reproche sa duplicité. « Césaire n'a pas à donner de leçons de morale », écrit-il. « Il n'était même pas là pour voter contre l'agression impérialiste contre l'Égypte. » Pas un mot sur le fond. Pas un mot sur les critiques argumentées de Césaire à propos d'un parti sourd et aveugle aux aspirations des peuples noirs et asiatiques. Pas un mot à propos d'une gauche française toujours empêtrée dans son passé colonial. Pour le communisme, tous les ouvriers du monde sont frères. Il s'agit d'établir la dictature du prolétariat. Et donc, que le prolétaire soit zoulou, péruvien, martiniquais, français ou russe, c'est le même combat. Simplement, ce communisme-là bute sur la réalité. Parce que quelque part, l'idéologie de la négritude, c'est la valorisation d'une culture, d'un peuple, d'une race. Alors que le communisme, c'est que tous les hommes du monde sont frères, quelle que soit leur race, leur culture, etc. Et Césaire, de toute façon, il a été obligé de choisir à un moment ou à un autre. La démission de Césaire, eh bien, voici comment la justice l'accueille. Césaire donne sa démission du parti. Travailleurs martiniquais plus unis que jamais, groupez-vous autour de la Fédération communiste, déclaration du comité fédéral. Donc, c'est une bombe qui éclate. Hein. Césaire a écrit sa lettre à Maurice Thorez sans prévenir les camarades martiniquais. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Ça a mis un soupape possible alors, le fait que Césaire démissionne du PCF. Alors, il y a eu une polémique extrêmement virulente entre communistes et ceux qui n'étaient pas encore le parti progressiste, qui allait devenir en 58 le parti progressiste, mais enfin, disons les partisans de Césaire. Césaire est attaqué de toutes parts. La Fédération communiste de Martinique lui demande de rendre ses mandats. Dans un tract, Césaire demande à la population d'attendre son retour pour s'expliquer. Il y écrit « Il est exact que j'ai quitté le Parti communiste français. Mais je n'en reste pas moins du côté du peuple martiniquais et communiste martiniquais. Pendant 10 ans, j'ai combattu le capitalisme et le colonialisme dans les rangs du Parti communiste français. J'ai acquis la conviction que le peuple martiniquais ne doit pas attendre le salut du dehors, qu'il doit prendre sa cause en main, qu'il doit étudier lui-même ses problèmes, déterminer sa propre voie et inventer ses propres solutions. » Ce qu'il avait en tête, c'était en rentrant à la Martinique, de dire à ses camarades, au lieu de rester une section du Parti communiste français, créons un Parti communiste martiniquais. Mais la direction du Parti communiste n'a pas attendu son arrivée pour lancer une campagne extrêmement virulente, extrêmement violente contre lui. Et cet épisode n'a pas eu lieu. Après la démission d'Aimé Césaire, la municipalité est divisée, donc il y a des élections municipales. Les élections donc se passent, le Parti communiste est battu. Hein, par la suite, les communistes vont faire leur mea culpa. Ils vont regretter d'avoir fait ce qu'on appelle le culte
de la personnalité. Hein, voilà. Parce que tout se ramenait à Césaire, ce n'était pas le parti, c'était Césaire qui obtenait ceci ou cela. Donc au final, en fait, ils ont tellement parlé de Césaire que ça lui a plus servi que desservi. Oui, bon, Césaire, il ne faut pas nier les qualités personnelles d'orateur, de tribun de Césaire, et puis l'identification quand même des Martiniquais dans la personne de Césaire. Parce que Césaire, c'était le premier noir instruit, exerçant des responsabilités, alors que jusque-là, les hommes politiques de la Martinique, c'était quand même issus de la bourgeoisie, des mulâtres. Il a donc une influence considérable dans l'opinion, dans le parti. Hein. Et Fort-de-France va devenir césairiste, et la population était principalement césairiste. En 1958, Césaire crée le PPM et réaffirme ses principes. Partir de la réalité, celle du peuple martiniquais qui veut le progrès social qu'apporte la France. Rejeter l'assimilation, qui est sur le plan politique une imposition de décisions prises à Paris, et sur le plan culturel, un processus de dépersonnalisation, et prôner le fédéralisme. Je cherche à comprendre si tout en créant le Parti progressiste martiniquais, Aimé Césaire continue à être communiste. Est-il toujours un homme engagé contre l'oppression? La réponse, elle est peut-être dans les pages du journal de l'époque, Le Progressiste, le journal du PPM dans lequel il écrivait beaucoup. Césaire ne voulait pas créer un parti progressiste martiniquais et sur les mêmes bases que celles qui existaient. Et qu'il voulait faire du parti progressiste un parti de masse. Eh bien, camarades, c'est parce qu'il y a des départementalistes obtus. Et c'est aussi parce qu'il y a des indépendantistes aventureux qu'il faut qu'il y ait un PPM. C'était un parti populaire. C'est-à-dire que bon, notre problématique, c'était mettre les gens à l'école, les loger, les nourrir, trouver le moyen de résister à Fort-de-France. Pour l'exode rural qui était considérable. Il y avait une misère qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Donc, quelque part, il a eu la modestie, selon moi, de vouloir s'accrocher à comme un laminaire, hein, pour reprendre le titre de ses ouvrages, ses derniers ouvrages, à son île, pour essayer de changer les choses. Parce que Aimé Césaire a fait construire des quartiers à Fort-de-France pour installer les gens qui fuyaient l'exode rural. Il a construit des caniveaux, des routes, enfin, il a fait un travail vraiment d'architecte, je dirais, hein, de chef de travaux. Donner au pays les moyens de vivre au jour le jour en attendant le moyen terme et le long terme. C'était la préoccupation essentielle que nous avions à l'époque. En deux mots, 16 écoles en 1946, 68 écoles en 2001 quand il est parti. « 1959. Fidel Castro et ses guérilleros entrent victorieux dans la Havane. Après la révolution haïtienne de 1804, c'est le deuxième grand événement de l'histoire des Caraïbes. Le rêve d'une fédération des Caraïbes est ravivé. Cuba va attirer la jeunesse du monde entier et particulièrement celle des Antilles. En effet, cette dernière observe l'impasse dans laquelle sont plongés leurs pays. La loi de 1946 a peut-être apporté des progrès dans le domaine de la santé et de l'éducation, mais la dépendance économique et politique à la France reste entière. Les événements de décembre 59 à Fort-de-France sont l'expression d'une colère et d'une frustration qui ne va pas s'éteindre. Cette même année 1959, des militants socialistes m'ont dit que lors des émeutes à Fort-de-France, 3 jeunes gens ont été tués par la police, dont l'un d'entre eux avait quasiment mon âge. Un incident banal tourne au drame. Un automobiliste blanc, pied noir réfugié d'Algérie, gare sa voiture mais heurte le scooter d'un Martiniquais. Une dispute éclate entre eux, pendant que dans leur dos, l'attroupement qu'ils ont suscité s'estompe et des CRS débarquent en force. Ils matraquent la foule sans distinction. C'est ce qu'on a appelé « Décembre noir ».
Et les CRS sont venus, ils ont bousculé les gens, gaz. C'est ce qu'on a appelé Décembre noir. Et puis ça a créé quelque chose de formidable, les gens ont respecté la même. Ça fait un mouvement qui a duré pendant 3 jours. 3 jours, c'était vraiment une insurrection. Hein. Et c'est là qu'on a tué les gens, quoi. C'est un moment vraiment, historiquement, difficile. Difficile, et qui m'apparaît vraiment comme un incident qui aurait pu enflammer la Martinique. Les causes internes ont été plus spécialement celles-ci. La cherté de la vie, un chômage considérable, une population extrêmement jeune. À l'époque, on disait que la jeunesse de moins de 20 ans formait 50% de la population, et il y avait en même temps un phénomène racial et surtout raciste, avec l'arrivée à la Martinique d'un certain nombre d'émigrés d'Afrique du Nord et qui s'étaient réfugiés ici, à tel point que j'ai eu l'occasion d'entendre des CRS, à l'époque c'était des CRS en décembre 59, nous avons cassé du dico, maintenant on va casser du négro. En fait, ces troubles qui ont surpris tout le monde, y compris ceux qui y ont participé, ont mis en évidence un malaise psychologique profond. La Martinique découvre avec étonnement et avec douleur un problème racial qu'elle ignorait. Et il ne semble pas qu'on puisse en imputer l'origine aux Martiniquais. Une chanson populaire est née de ces événements. Si vous l'écoutez, vous reconnaîtrez au passage les mots de bombe lacrymogène et de cocktail molotov. Ce qui est difficile à accepter, c'est que les adversaires de Césaire, qui n'étaient pas présents, ils étaient à la Chambre à l'époque, ont profité de l'occasion pour le vilipender, pour dire que vraiment il avait abandonné le peuple martiniquais. Qui disait ça? Ses adversaires, singulièrement les communistes. Mais également les forces de la droite, l'État, le gouvernement, puisque le gouvernement était dans une farouche opposition à Aimé Césaire. Le gouvernement français a eu peur avait peur qu'une révolte éclate à nouveau à la Martinique, notamment et s'étende à la faveur du mouvement des indépendances dans la région Caraïbe et à la faveur du triomphe de la révolution cubaine avec à sa tête Fidel Castro. En Afrique, grâce aux indépendances, émerge un fort mouvement culturel d'affirmation des grandes civilisations noires. Mais déjà se profilent des dictatures. Au Congo, l'assassinat de Patrice Lumumba sonne comme un arrêt au rêve des indépendances. Césaire se rend au Sénégal à l'invitation de son vieil ami Léopold Sédar Senghor. Il est ébloui. Au début des années 60, le monde éclate en 1000 révoltes. Dans tous les continents, les peuples veulent reprendre leur liberté. On m'a dit que certains Martiniquais ont milité à cette époque pour l'autonomie, l'indépendance. Étant militant, leur lutte m'intéresse. Aux Antilles, la répression qui suit décembre 1959 n'a pas mis fin à la colère. Des jeunes étudiants, galvanisés par la lecture de Fanon et par les luttes dans le tiers-monde, estiment qu'il faut changer de méthode. Plusieurs Martiniquais ont rejoint la lutte des Algériens, à l'exemple de Fanon, qui meurt avant la publication de son opus « Les damnés de la terre ». Cette génération s'impatiente. Elle s'inspire des indépendances africaines et juge que la génération de 46 ne répond plus aux besoins de la lutte. Elle rêve d'indépendance, elle rêve de la Martinique aux Martiniquais. On a vu des étudiants martiniquais venir de France essayer d'organiser la jeunesse autour des idées anticolonialistes. Et notre ambition était vraiment d'essayer de porter un éclairage nouveau sur la situation politique et sociale des jeunes Martiniquais à l'époque. Le bruit avait couru que nous, à l'OJAM, on allait tuer des gens, des dirigeants politiques, et entre autres Césaire, et qu'on allait lancer des bombes pendant le carnaval,
en plein milieu des défilés. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un délire. Eh bien, nous étions soupçonnés de fomenter une action subversive avec des actions armées, avec l'aide tutélaire de Fidel Castro. Ils ont beaucoup cherché les rapports que nous pouvions avoir avec l'étranger, beaucoup cherché des armes, etc., sans trouver ni l'un ni l'autre. Le mouvement a été cassé, il y a eu des emprisonnements. À l'époque, la garde à vue pour ce chef d'occupation était de 15 jours. C'était atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire. Rien que ça. Et c'était le chef d'occupation que l'on mettait le plus généralement aux gens de l'OAS. Césaire a toujours été d'accord pour témoigner. Je l'ai rencontré à Paris à cette époque-là. Il a toujours été d'accord. D'ailleurs, on l'a même fait entrer, avant même le public, on l'a fait entrer dans la salle, et il a dit je suis venu voir les lions en cage. Son témoignage avait été fondamental pour exposer à l'époque, devant le tribunal, mais devant la presse internationale, la problématique des dômes. Césaire a utilisé un argument qui m'a semblé tout à fait d'actualité, qui dit que ces jeunes gens, ils ont la chance de faire des études. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde, de tout le vent de décolonisation qui se passe. Alors le procureur est intervenu à ce moment-là et il a dit, mais enfin, monsieur le député, mais c'est de la sécession. Alors, il s'est exclamé, ah, la sécession, c'est la tarte à la crème qu'on nous lance à la figure dès que nous parlons un peu de nos droits. Verdict ce matin au palais de justice de Paris à l'issue du procès contre 18 jeunes martiniquais accusés de menées autonomistes. Concernant les 5 condamnés, le tribunal a émis le raisonnement suivant. S'ils ne se sont pas rendus coupables de complot à proprement parler, ils sont passés aux actes dans des conditions telles qu'on peut retenir à leur égard un début de conjuration qui est réprimé par le code pénal. Mais je crois que l'identité martiniquaise a fait un saut extraordinaire avec l'affaire de Lausanne, quand on a eu la Martinique aux Martiniquais. C'est clair, c'est net. Mais alors que le monde continue à changer, Césaire revient sur les dangers du pouvoir. Il se méfie de l'impatience des révolutionnaires. S'il n'hésite pas à fustiger dans ses écrits le racisme et le colonialisme, il observe avec prudence les lendemains des indépendances. Il respecte les espoirs du peuple martiniquais, mais aussi ses peurs, ses hésitations à se saisir de la liberté. C'est donc dans le théâtre que Césaire entreprend une réflexion sur le pouvoir, la solitude du chef et la trop souvent tragique réalité des lendemains. Je ne connais pas bien les pièces de Césaire, mais un professeur de français nous a dit qu'il traduit les questions qu'il se posait sur l'homme noir et le pouvoir. J'ai pensé qu'il y avait un message à transmettre de manière plus large et plus accessible par le théâtre que par la poésie. Ça m'a paru la forme la plus adaptée à cet événement formidable qu'est la décolonisation des années 58-60. C'était ça le grand événement. Le théâtre est devenu le véritable exutoire de toutes ces frustrations, de toutes ces crispations. Ce qu'il n'arrivait pas à dire, ce qu'il ne pouvait pas dire dans l'hémicycle, il le disait par le théâtre. Alors la mise en scène théâtrale, c'est quoi? C'est la mise en scène théâtrale des dictateurs. C'est effectivement le roi Christophe. C'est un peu Lumumba et Mobutu. Quel jeu est-ce qu'il joue dans le rapport à la dictature? Comment ne pas basculer? Comment basculer? Ah, il y a là quelque chose qui se joue véritablement dans son esprit sur qu'est-ce que l'on fait quand on est responsable politique pour ne pas basculer dans la dictature alors que l'on croit qu'on a raison. Pauvre Afrique, je veux dire pauvre Haïti. C'est la même chose d'ailleurs. Là-bas, la tribu, les langues, les fleuves, les castes, la forêt. Village contre village, hameau contre hameau. Ici, nègres, mulâtres, griffes, marabouts, que sais-je. Le clan, la caste, la couleur, méfiance et concurrence, combat de coqs, de chiens, pour l'os, combat de poux. Et la tragédie du roi Christophe est très intéressante puisque c'est vraiment l'histoire d'un
dans le Libérateur qui veut aller un peu trop vite et qui va finalement trop vite et qui court à sa perte. Donc cette pièce, je pense qu'elle correspond également à un état d'esprit qui était le sien à son époque. Et elle correspond également à un état d'esprit qui est celui de la décolonisation, où les choses basculent très rapidement dans ces années 58, 62, 63. On a l'impression que tout va changer du jour au lendemain. Et au final, on se rend compte que la lutte sera beaucoup plus longue. Haïti indépendant depuis 1804, mais la lutte n'est pas terminée, elle continue, 2 siècles encore après. Hélas oui, quand j'ai nommé les premiers officiers noirs, le premier général, le premier colonel noir, je ne pensais pas que plus vite que pousse la lave du volcan, une caste serait née. Des chiens voraces et insatiables. La caste des colonels et des nouveaux messieurs. Et c'est cette caste qui a confisqué à son profit, à son seul profit, les avantages que vous étiez en droit d'attendre de notre révolution congolaise. Quand on s'aperçoit que ces peuples-là viennent du bas de la fosse, c'est-à-dire de l'esclavage, ça prend un peu de temps d'accéder à l'autonomie, ça prend un peu de temps de fabriquer un monde, ça prend un peu de temps de fabriquer une société, ça prend un peu de temps de fabriquer un destin. Et tout le monde, en fait, autour de lui voudrait absolument que ça se passe très vite. On veut l'indépendance tout de suite, on veut la liberté tout de suite. Ah oui, la liberté tout de suite, pourquoi? En vrai, et vous l'avez compris, l'indépendance ne se donne pas, ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre. Et je vous le demande, la Martinique est-elle prête à payer ce prix-là? Il explique que si l'autonomie est une étape, l'indépendance n'est pas un but. Le but pour tout progressiste conséquent ne saurait être que l'émancipation de l'homme martiniquais, enfin débarrassé de toutes ces aliénations. Le problème, c'était non pas d'avoir l'autonomie ou l'indépendance, mais de libérer l'homme, de libérer l'individu. Et quand il y aurait un certain potentiel d'individus libérés, à ce moment-là, les choses seraient possibles. Et par conséquent, je crois que, bon, on n'a pas besoin d'être pressé. Césaire dit qu'il faut que l'identité continue à s'affirmer, il faut qu'on progresse dans l'accaparement, dans l'appropriation de nous-mêmes, il faut que nous prenions conscience que nous pouvons être un peuple cohérent, pas une nation, mais une communauté cohérente, et que nous devons avoir des objectifs qui nous consolident dans cette situation-là. En 1983, des élus d'outre-mer réclament que le jour de l'abolition de l'esclavage devienne jour férié. Le silence sur la traite négrière et l'esclavage dure depuis trop longtemps. Césaire, qui avait contribué avec ferveur à la célébration du centenaire de l'abolition, Césaire qui avait tant étudié la révolution haïtienne et l'action de Victor Schœlcher, Césaire est plus qu'attentif. Mais le Sénat rechigne. Alors Césaire fustige une nouvelle fois l'indifférence coupable de la France envers ses siècles d'histoire et ses anciennes colonies. Nous voulons que soit célébré le souvenir du martyre et de l'héroïsme des héros anonymes issus tous de ces peuples jamais résignés qui périodiquement se levèrent génération après génération pour revendiquer et pour combattre. La commémoration dans des conditions de dignité de la date anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1848 permettra aux Antillais et aux Réunionnais de prendre une plus claire conscience de leur passé, ainsi d'être ainsi mieux à même de préparer leur avenir. Elle permettra à tous de se rappeler que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné et que c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. Ce jour-là, Césaire a fait à la tribune de l'Assemblée nationale ce qu'il n'a jamais cessé de faire pendant ses longues années comme député de la Martinique.
Césaire reste fidèle à ce qu'il affirmait jeune homme à Paris dans les années 30. Tous les peuples ont droit à la dignité. Il a donné cette fierté d'être nègre. Il a permis aux nègres de cesser d'être humiliés par le passé esclavagiste, de comprendre qu'il a accès à une émancipation, mais qu'il ne fallait absolument pas se soumettre. Cet exposé me permet de rendre hommage à Aimé Césaire, qui est né il y a 100 ans. Césaire dit souvent qu'il est un péléen, c'est-à-dire comme la montagne Pelée, qui explose. Pourquoi? Parce que c'est un révolté. La négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire. On s'émerveille sur toutes les cultures du monde qui se rencontrent, etc. Mais où cette mondialisation s'est produite pour la première fois? Mais dans les Antilles. Parce que dans l'archipel des Antilles, les Européens sont arrivés, ils ont rencontré les Caraïbes, enfin les Taïnos dans les grandes Antilles, ils ont fait venir des esclaves africains, ensuite des immigrés de l'Inde, ensuite des Chinois. Césaire a eu un engagement littéraire et culturel qui a constitué quasiment le centre de sa vie. Tout occupé qu'il était à réhabiliter, mais avec raison, une partie de cette identité, il a fantasmé sur un monde noir, international, universel. Et il n'a pas saisi cette dimension mondialisatrice de la culture créole. Ce qu'on fait comme débat sur Césaire, c'est l'amorce d'une véritable histoire de ces îles. C'est surtout les sacrifices de peuples qui ont été déportés, martyrisés, insultés. Le colonialisme, c'est une honte du XXe siècle. Et qui accèdent par leur propre lutte à la personnalité et à leur existence propre dans ce nouveau siècle qui s'annonce.